Les aménagements pédagogiques ordinairement proposés ne suffisent pas ou ne conviennent pas forcément pour les personnes relevant du spectre de l'autisme. Bon, il faut dire que dans pas mal d'universités, quand même, les aménagements relèvent souvent de ce qu'on appelle le tiers-temps pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a un aménagement des examens, on va donner un petit peu plus de temps à la personne. Alors, c'est valable pour une personne qui a un handicap visuel, par exemple. Alors un tiers, là aussi, pourquoi un tiers et pourquoi pas le double de temps? Le mieux serait quand même de partir des caractéristiques et puis de proposer des aménagements qui correspondent de ces caractéristiques plutôt que de faire du standard. Donc, du tiers-temps pédagogique, par exemple, même pour certains étudiants, ça ne convient pas. Mais pour l'étudiant qui relève du spectre de l'autisme, éventuellement, ça ne lui sert à rien du tout. Ça ne lui sert à rien parce que ce qui lui pose problème, c'est d'être au milieu des autres, c'est d'être dans une pièce où l'éclairage ne lui convient pas, etc., etc. Donc, de fait, les aménagements habituels ne conviennent pas, mais ce sont les seuls que l'on propose parce que les professionnels chargés de cette mission, généralement, ne connaissent pas les caractéristiques de l'autisme. D'où cette mission de les former, mieux connaître l'autisme et donc mieux aménager l'environnement. Alors après, effectivement, si on regarde les témoignages des étudiants en étant sensibles aux aménagements qu'ils proposent, parce qu'ils expliquent leurs difficultés et en même temps, c'est intéressant aussi de les écouter pour voir ce qu'ils réclament comme aménagement. Hein. Ce n'est pas seulement des spécialistes qui vont imaginer ces aménagements, mais les personnes elles-mêmes qui sont dans la situation peuvent très bien donner des idées justement aux professionnels pour mettre en place un certain nombre d'aménagements. Alors, il y a Joanne qui parle de ces, notamment par rapport à ses difficultés de relation avec les autres, et bien qu'est-ce qu'elle propose comme aménagement, et puis Magali, enfin là elles sont toutes les deux, elles font des propositions pour justement permettre de faire face à ces difficultés de relation avec les autres. Alors on va écouter donc à la fois Joanne et Magali et les propositions qu'elles font. Déjà, je pense qu'il est important de savoir ce qui le dérange. Je pense que c'est un bon début. Connaître l'individu, c'est probablement le meilleur moyen d'avoir de bonnes relations avec. Surtout que ce qui s'applique à une personne autiste ne s'applique pas forcément à une autre. Donc la solution pour éviter que tout le cours soit absorbé par une question à laquelle elle attendait une réponse très précise, immédiate, etc., ça a été de proposer à Joanne de se rencontrer 2 heures par semaine, entre midi et 2, quand j'avais un créneau disponible, pour revoir le cours ensemble, pour qu'elle puisse reposer les questions calmement quand elle le souhaitait, en dehors des heures communes, de façon à ne pas monopoliser l'attention sur un point pendant 1 heure. Parfois, ça durait vraiment une demi-heure sur un point tant que ce n'était pas acquis. Donc la solution, pour moi, dans le cadre de mon cours, sachant que je les avais 8 heures par semaine, c'était de lui dire ça, on le verra toutes les 2. Pour éviter de créer des distorsions aussi, et des tensions dans le groupe, cette heure était ouverte à tous, c'est-à-dire que tous ses camarades pouvaient aussi venir durant ces créneaux horaires, poser toutes les questions qu'ils souhaitaient sur la partie du cours qu'ils n'avaient pas comprise. Donc du coup, ça évitait d'avoir des clivages ou des tensions entre eux en disant qu'elle bénéficiait de choses auxquelles les autres n'avaient pas droit. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai toujours eu d'ailleurs d'autres étudiants qui venaient partager cette heure supplémentaire, ces 2 heures supplémentaires par semaine qu'on avait fixées en fonction des journées de Joanne pour pas qu'elles soient trop chargées et pour que ce soit vraiment efficace comme horaire. Les aménagements, ce serait comme dans le monde du travail, c'est-à-dire un espace où on peut se ressourcer régulièrement, où il n'y a personne qui nous parle, parce qu'on est toujours tenté, quand il y a une personne qui est toute seule, et de respecter ça. Et surtout pas de bruit pendant les cours, parce que là, c'est pour tout le monde comme ça, mais
pour une personne qui a des troubles sensoriels auditifs, c'est encore pire. Sélectionner quelques étudiants autistes friendly, puis les débriefer, les coacher et les faire interagir avec la personne concernée. Et aussi, pareil, ne pas forcer la personne en la regardant dans les yeux, en s'approchant trop près, en étant trop près physiquement. Ça incommode beaucoup. Alors, quels aménagements les personnes autistes proposent-elles? Alors, Joanne, effectivement, recommande d'être attentif, donc elle pense à ses camarades étudiants, d'être attentif à elle, à ses besoins. Hein, et elle dit ce qui est important, c'est de bien connaître la personne, hein, pour tenir compte justement des difficultés qu'elle rencontre et de s'adapter. Hein. Encore une fois, c'est pas connaître l'autisme en général, mais c'est bien connaître la personne. Et Magali le dit aussi, hein, connaître la personne et respecter un petit peu son besoin de se mettre à l'écart, parce que souvent c'est ce qu'elle fait, la personne autiste. Hein. Comme elle a des difficultés de relation avec les autres, elle s'isole un petit peu. Donc, ce qu'il faut expliquer aux autres, effectivement, c'est que cet isolement, c'est un besoin, et il ne faut pas forcer les choses, il faut les laisser. Magali propose même, effectivement, une salle un petit peu à part, mais c'est déjà dans le guide d'accompagnement des personnes handicapées, hein, envisager justement une salle un petit peu tranquille où la personne peut aller toute seule se ressourcer. Parce que c'est vrai que elles ont besoin, ces personnes, hein, de cette solitude à certains moments. Mais bon, en même temps, elle dit, mais on peut aussi, parmi les étudiants, en choisir quelques-uns qui vont interagir avec la personne à certains moments. Voilà, elles ne veulent pas s'enfermer complètement dans leur solitude. À certains moments, elles ont aussi envie de communiquer, mais il faut essayer de comprendre et de respecter ces moments de pause, hein, ces moments d'isolement, et surtout ne pas mal les interpréter. Il y avait notamment un étudiant qui se sentait un peu en difficulté dans cette classe, et même ici à l'université. Donc il y avait tout un contexte pour lui qui était difficile, mais il avait un peu pris sous son aile Joanne pour l'aider, notamment en cours de comptabilité où il était assez à l'aise. Et je le sentais s'épanouir, hein, et être valorisé vraiment par l'aide qu'il apportait et le retour au fond qu'il recevait, hein, de l'aide qu'il avait apportée à Joanne. Il y a beaucoup de manières de fonctionner qui sont compliquées à gérer pour une personne avec autisme. Il y a tout ce qui est flou artistique dans les attentes. Et manque de précision dans ce qu'on nous demande, manque de cadrage aussi au niveau du temps attendu pour rendre tel ou tel travail. On pourrait déjà recadrer en indiquant clairement aux étudiants ce qui est attendu dans tel ou tel type d'exercice, en montrant éventuellement des ressources en ligne qui permettent d'avoir des exemples de travaux antérieurs rendus par d'autres étudiants. Ça pourrait déjà être utile. Plus de reconnaissance aussi des difficultés et de l'angoisse que nous on peut ressentir, ça je me souviens très bien. Il y a eu beaucoup de... J'ai fait pas mal de craquage en fait, dès la maîtrise, et puis ensuite à plus forte raison en thèse. Et je me souviens très bien qu'une fois j'avais demandé un rendez-vous avec mon directeur de thèse pour lui expliquer que ça n'allait pas, que je voulais partir parce que je n'y arrivais pas. Et comme jusqu'ici j'avais toujours eu des bons résultats et que à l'extérieur manifestement c'est pas l'image que je renvoyais, je me suis pris dans les dents, hein, arrêtez votre fausse modestie. Et ça m'a complètement bloquée, parce que moi c'était pas du tout de la fausse modestie, j'étais complètement en panique. La chance aujourd'hui que l'on peut peut-être mettre en avant, c'est que les aménagements, les moyens d'adaptation sont plus fréquents. Enfin, moi, il n'y avait rien. L'AVS, ça n'existait pas. La loi de 2005, elle n'était pas passée. Donc forcément, si je ne trouvais pas ma bonne case, c'était fichu. Parce qu'il n'y avait pas moyen après d'aménager, il n'y avait pas de compromis, on va dire, possible. Donc c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire que des filières ou des domaines où la mémoire, l'apprentissage
notamment par cœur, mais aussi tout simplement le fait d'avoir cette aptitude à engranger des informations, à appliquer des règles. C'est sûr qu'on va se dire de prime abord, pour une personne autiste, c'est plus adapté. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a aussi beaucoup été enfermé dans ce schéma-là par défaut. Parce qu'effectivement, là, on est dans des aptitudes. Voilà, on sait qu'on a une aptitude en mémorisation, on sait qu'on a une aptitude en rigueur, on sait qu'on a une aptitude en détail. Mais en même temps, je trouve aujourd'hui, et on s'en est rendu compte avec le temps et l'expérience, que les personnes autistes sont capables de bien plus et de développer aussi des compétences qui s'appuient sur certaines de leurs aptitudes, mais qui peuvent s'élargir. Et ça serait dommage aujourd'hui de se dire qu'une personne autiste, c'est juste une personne qui a une super mémoire et qui est mateuse. Je pense que l'amélioration d'expérience pour les personnes autistes, elle passe déjà par une meilleure préparation, une meilleure anticipation de ce qui est attendu, du bilan d'orientation aussi, qui doit être bien plus affiné qu'il ne l'est actuellement, qui doit aussi tenir compte de l'évolution, parce que peut-être qu'autant T, quand on évalue et qu'on oriente une personne, cette personne, elle continue d'évoluer après. Il faut être en capacité de pouvoir éventuellement travailler une réorientation si nécessaire. La notion, je pense, de tutorat ou de coaching est quelque chose aussi d'essentiel, c'est-à-dire de permettre, surtout quand on arrive dans les études supérieures, d'avoir des repères. Parce que ces repères-là, ils sont quand même beaucoup plus présents, on va dire, dans les classes avant bac, mais ça va en se dispersant de plus en plus. Et c'est vrai, quand on arrive dans des milieux de type universitaire, il y a une autonomie très importante qui est demandée, mais en soi, pour moi, ce n'est pas tant l'autonomie qui pose problème que le manque de repères pour être autonome. Qui fait que là, effectivement, on est tellement dans des choses, finalement, qui peuvent être très abstraites, qui peuvent être très variables, qui peuvent être très individuelles en fonction des personnes, que les étudiants avec autisme qui, eux, vont rechercher finalement un ensemble de repères, ne le trouvent pas. Il n'y a pas de process à l'université, il n'y a pas de schéma type, il n'y a pas de représentation type, c'est chacun se construit finalement son parcours, sa méthode de travail. Certains professeurs donnent certaines consignes qui se contredisent avec d'autres, mais les étudiants spontanément font le tri en disant moi je vais suivre plutôt ce que dit ce prof-là parce que ça correspond plus. Moi je prenais tout. Et puis après, faire le tri, je ne pouvais pas m'imaginer que dans un même lieu, dans un même espace, les gens puissent se contredire. Voilà, ça c'était quelque chose. Donc en termes de méthodologie, en fait, rien que la subjectivité des professeurs était quelque chose qui ne m'avait même pas effleuré l'esprit de prime abord. Donc j'ai essayé en fait de faire matcher tous les avis, tous les conseils, toutes les consignes. Et ça ne fonctionnait jamais en fait. Donc je pense qu'effectivement, pouvoir avoir un tuteur ou en tout cas une personne ou une aide à un moment donné qui nous aide à nous construire notre process d'apprentissage, mais aussi de fonctionnement dans le monde de la fac, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que je pense que si on a ce bagage-là, après, effectivement, l'autonomie est déjà beaucoup plus envisageable. Mais c'est un peu comme si on était mis dans un parc sauvage sans plan. Et là, effectivement, c'est compliqué. Par contre, une fois qu'on a le plan, je pense qu'on est tout à fait capable de trouver des chemins et de se repérer. C'est vrai que plus l'enseignant est précis, structuré, organisé, et mieux c'est. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'elle critique, et notamment Laetitia, c'est ce qu'elle appelle le flou artistique, le manque de cadre, de consignes précises, etc. C'est-à-dire qu'on laisse un petit peu les étudiants se gérer tout seuls dans leur travail. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de cadre précis. Alors ça manque déjà dans la
scolarité, notamment dans l'enseignement secondaire, ça peut manquer, mais je pense qu'effectivement, dans l'enseignement supérieur, c'est peut-être encore plus important, parce que là, justement, et Stéphanie il revient sur cet aspect, on veut que les étudiants se débrouillent tout seuls. Voilà, maintenant, c'est plus des élèves qui sont à l'école, c'est des étudiants, et donc c'est des jeunes adultes, et on considère qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. Donc, effectivement, pour ces étudiants avec autisme, c'est difficile de se retrouver dans cette situation-là parce que, voilà, ils sont un petit peu perdus, d'autant que, et ça Stéphanie l'explique très bien, d'un professeur à l'autre, bien les exigences ne sont pas les mêmes. Alors ça, déjà, dans l'enseignement secondaire, ça existe aussi, mais là, dans l'enseignement supérieur, c'est aussi le cas. Et d'un professeur à l'autre, effectivement, il peut y avoir des consignes tout à fait différentes, et là, elle dit bien qu'elle est complètement perdue parce qu'elle va essayer d'écouter tout le monde, et quelquefois, les professeurs peuvent très bien se retrouver, être en contradiction l'un avec l'autre, et ça, ces contradictions, voilà, ça les met vraiment dans l'embarras, dans la difficulté, d'où la nécessité, là, en effet. Si l'étudiant est un petit peu noyé, d'un accompagnant pour l'aider à faire les bons choix, etc., et à développer son autonomie. Encore une fois, bon, l'accompagnant, il n'est pas là pour effectivement mettre l'étudiant autiste dans une situation d'assistanat, mais de l'aider à devenir plus autonome, de l'aider à faire les choix, de lui expliquer qu'en effet, d'un professeur à l'autre, eh bien, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'il faut accepter cette diversité. Donc il a vraiment là besoin de quelqu'un qui l'aide.